Ma vie, mon combat, bienvenue dans mon histoire, celle d'un homme ordinaire aux prises avec des épreuves extraordinaires. Ce livre est bien plus qu'un simple récit. C'est un voyage à travers mes souvenirs, mes luttes, mes victoires et les leçons qui m'ont façonné. Chaque chapitre est une fenêtre ouverte sur mon passé, des moments de lumière et d'ombre qui ont construit l'homme que je suis aujourd'hui. Je vous invite à plonger dans ce témoignage sincère, à partager mes joies, mes douleurs et mes espoirs. Ce livre est dédié à ceux qui, comme moi, ont connu des défis, des pertes, mais qui ont trouvé la force de continuer à avancer. À travers ces pages, vous découvrirez une histoire de résilience, d'amour et de quête de sens. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter ou de lire ces mots. Ils ne sont pas seulement les miens, mais aussi une réflexion de ce que nous pouvons tous accomplir lorsque nous refusons d'abandonner. Prenez place et laissez-moi vous raconter ma vie, mon combat. Chapitre 1. Racines bretonnes. L'été 1976 fut d'une chaleur étouffante à Saint-Malo, ce vieux port breton où j'ai vu le jour, le 4 novembre. Ma mère Muriel, jeune serveuse dans un hôtel de la région, traversa sa grossesse en suant sous les rayons impitoyables de ce que les anciens appelaient avec crainte l'été de la canicule. Mais rien ne pouvait altérer sa joie profonde à l'idée d'accueillir son premier enfant, moi, Wilfried Nebesnij. Mon père André, menuisier ébéniste réputé, originaire de Cancale, ce village renommé pour ses huîtres, rayonnait lui aussi à l'idée d'agrandir notre petit foyer. Cet homme discret et travailleur, aux mains d'or capable de façonner les essences de bois les plus nobles, couvrait ma mère d'un regard éperdu d'amour et de fierté. Ensemble, ils formaient un couple lumineux et complice, prêts à tout pour construire un nid douillet où élever leur progéniture. Nos premiers mois furent ainsi baignés dans une atmosphère chaleureuse et aimante, rythmée par le bruit apaisant des vagues venant mourir sur les plages immaculées bordant notre modeste appartement. J'adorais déjà la mer à cette époque, même si j'étais trop jeune pour me baigner. Chaque soir, bercé par ce doux ressac et les berceuses bretonnes que me chantonnait maman, je m'endormais paisiblement. C'est ainsi que mes premiers souvenirs d'enfance sont à jamais empreints des couleurs et des parfums intenses de la Bretagne. Le sable blond et rugueux glissant entre mes doigts potelés, source d'émerveillement sans cesse renouvelé. L'embrun vif et salé venant me gifler le visage lors de nos promenades dominicales le long des sentiers côtiers escarpés. Les odeurs mêlées de goémon, d'huîtres et de galettes emplissant mes narines, véritable délice pour mes sens en éveil. Mais par-dessus tout, ce sont les visages rayonnants de mes grands-parents qui marquèrent ces années innocentes de leurs empreintes indélébiles. Mes mères Marguerite, douce et espiègle, débordante de vitalité malgré son grand âge, qui nous couvrait de son amour inconditionnel. Et mamie Suzanne, dont la vie n'avait pas toujours été tendre, mais qui s'efforçait de répandre douceur et bienveillance sur notre foyer. Elles furent mes piliers, mes repères, veillant tendrement sur mon destin lors de ces jeunes années où tout semblait encore possible. En 1979, mes parents ont fait construire leur maison à Saint-Benoît-des-Ondes, un village paisible niché entre terre et mer. C'est là que nous avons emménagé, portés par l'espoir d'une vie meilleure loin du tumulte citadin. Un nouveau départ sous le signe de la sérénité et du bonheur familial. Quelques mois plus tard, le 28 juillet, mon petit frère Sébastien a pointé le bout de son nez, pour notre plus grand bonheur à tous. Ce bébé joufflu et gazouillant, désiré depuis si longtemps, fut accueilli comme un cadeau du ciel. Notre complicité, forgée dès les premiers instants, ne devait jamais se démentir. Un temps, je crus que rien ne pourrait jamais ternir cet horizon limpide.
que notre famille voguerait éternellement sous des cieux cléments, portée par cette vague d'amour et de confiance. Douce illusion de l'enfance, encore préservée des aléas de l'existence. Car déjà, tapis dans l'ombre, la maladie s'apprêtait à fondre sur nous, à l'affût de la moindre faille, pour faire voler en éclats nos fragiles certitudes. Je garde de Saint-Benoît-des-Ondes l'image d'un paradis perdu, dernier bastion d'innocence et d'insouciance avant que le chaos ne vienne fracasser nos vies. Les rires se mêlant au chant des mouettes, nos jeux sur la plage, les balades à vélo en famille. Autant de précieux souvenirs que je chéris, conscient désormais de leur précarité. Mais comment aurais-je pu deviner, du haut de mes 4 ou 5 ans, le drame qui se profilait? Comment anticiper que la maladie allait s'inviter dans notre quotidien, brisant nos repères avec une violence inouïe? Rien ne m'avait préparé à voir s'effondrer les piliers de mon existence. C'est pourtant par un doux matin d'avril que bascula le destin. Au moment précis où, attablé dans la cuisine, mon père plongea soudainement la tête la première dans son bol de café fumant. Quelques secondes de silence irréel, puis la panique. Ma mère se précipitant vers lui, le café se répandant sur la toile cirée, les cris, la peur au ventre. Nous ne le savions pas encore, mais mon père venait d'être terrassé par une violente crise d'épilepsie, première manifestation de la maladie qui allait changer notre vie à jamais. Sur le moment, l'incompréhension dominait. Pourquoi papa ne se relevait-il pas? Pourquoi ce silence pesant, ces gestes fébriles, ces larmes dans les yeux de maman? Je regardais mon petit frère tétanisé, agrippé à mon bras. Je tentais de le rassurer, mais mon cœur cognait trop fort dans ma poitrine. Quelque chose venait de se briser, irrémédiablement. Le sentiment confus mais tenace que plus rien ne serait comme avant. Il a fallu de longues heures angoissantes et des examens approfondis avant que les médecins ne posent un diagnostic. Épilepsie, un mot effrayant, aux consonances presque barbares pour l'enfant que j'étais. Un mot lourd de conséquences qui signerait le début d'une longue descente aux enfers pour notre famille. Ainsi s'achevait le premier chapitre de mon existence, entre souvenirs lumineux de mes jeunes années bretonnes et premières ombres de l'adversité. Le petit garçon insouciant cédait peu à peu la place à l'enfant trop vite propulsé dans la vie d'adulte, contraint d'affronter des épreuves qui le dépassent. Mais au cœur des tourments à venir, je puiserai dans ces racines profondes ancrées au sein d'une famille aimante la force de me battre et d'avancer, coûte que coûte. Car si ce doux matin d'avril avait fait voler en éclats nombre de mes certitudes, il m'avait aussi révélé l'intensité de l'amour qui nous unissait et notre capacité insoupçonnée à surmonter les pires tempêtes. Alors, même vacillant sous les assauts de la maladie, même éprouvé par les années noires qui s'annonçaient, je m'accrochais à ces précieux repères pour ne pas sombrer. Les paysages chers à mon cœur, les visages de ceux qui m'entouraient, le souvenir des jours heureux deviendrait mon ancre, ma boussole dans la tourmente. L'enfant de Saint-Malo, le petit breton aux yeux écarquillés par la beauté du monde, ne s'avouait pas vaincu. Il trouverait en lui des ressources insoupçonnées pour aider les siens et construire, pierre après pierre, le chemin de sa résilience. Car telle était la promesse que je me faisais, au seuil de ces années incertaines, rester debout, envers et contre tout, être le roc sur lequel ma famille pourrait s'appuyer, le gardien de cette étincelle d'espoir et de vie qui brillait au fond de moi, et ne jamais renoncer à ses rêves d'enfant, même s'ils semblaient alors hors d'atteinte, même s'il me faudrait aller les chercher par-delà les ténèbres. Ainsi, au moment de tourner cette première page de mon existence, je m'arme de courage et de détermination pour affronter les défis à venir. Conscient que le chemin serait long et ardu, mais résolu à me battre de toutes mes forces
pour préserver ce qui faisait la beauté et le sel de nos vies, pour qu'un jour, peut-être, nous puissions de nouveau voguer ensemble vers des rivages plus cléments. Chapitre 2. Le cataclysme. Le matin où tout bascula est gravé dans ma mémoire comme un tournant inévitable. Ce jour-là, mon père André, au volant de sa Renault 14, ne s'est jamais rendu à son travail. La route qu'il connaissait par cœur, en direction de Cancale, prit une tournure tragique lorsqu'une crise d'épilepsie le frappa violemment. Son corps fut soudainement secoué de convulsions incontrôlables, et dans un fracas assourdissant, la R14 quitta la chaussée, manquant de peu un virage. Les témoins racontent que la voiture effectua une série de tonneaux avant de s'immobiliser dans un fossé. Une minute plus tard, un train passa, avec une précision macabre, juste après l'accident. Par miracle, mon père survécut. Mais notre famille, elle, ne ressortit pas indemne de cet événement. Ce n'était plus seulement des crises d'épilepsie, c'était le signe que tout allait changer. Depuis cette première crise, quelques mois plus tôt, chaque jour avait été vécu dans la crainte d'un nouvel épisode. Mais cet accident fut le point de non-retour. Papa perdit son emploi peu de temps après. Jugé inapte à travailler, il fut reconnu invalide et perçut une pension d'invalidité. Mais cela ne suffisait pas à couvrir nos besoins. Cet homme fier, qui avait toujours placé l'honneur et le travail au centre de sa vie, se retrouva sans occupation, et cela affecta profondément son moral. La descente dans la précarité. Même avec la pension d'invalidité de mon père, la situation financière de la famille se dégrada rapidement. Maman, pleine de courage, fit tout ce qu'elle pouvait pour nous maintenir à flot. Chaque matin, elle enfourchait son vélo et parcourait les 24 kilomètres jusqu'à Port-Mer, où elle effectuait des ménages dans des villas. C'était un trajet épuisant, par tous les temps, mais elle n'avait pas d'autre choix. Moi, pendant ce temps, je trouvais dans le vélo un exutoire, un moyen d'oublier nos difficultés. À 7 ans, mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir un vélo, mais mon parrain Jean intervint pour me faire un cadeau inestimable, un petit vélo bleu de la marque Gitane. Ce vélo marque le début de ma passion pour le cyclisme, le club VCSE de Cancale. Chaque mercredi, ma mère m'emmenait au carrefour de Saint-Méloire pour rejoindre mes camarades du club VCSE de Cancale. C'était un moment que j'attendais avec impatience chaque semaine. Le club n'était pas seulement un lieu de sport, c'était une véritable échappatoire, loin des soucis du quotidien. Là, entouré de mes amis, je pouvais m'évader et me sentir libre. Mon entraîneur, Roger Chapa, jouait un rôle crucial dans cette période. C'était un homme bienveillant et respecté de tous, un guide qui nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes, toujours avec gentillesse et encouragement. Roger n'était pas seulement un entraîneur, il était une figure paternelle pour nous, un pilier dans mon apprentissage du cyclisme et un modèle de persévérance. Il allait, sans que je le sache encore, jouer un rôle important dans mon parcours futur. La chute définitive. Malheureusement, les sacrifices de ma mère et nos efforts pour maintenir une certaine stabilité ne suffirent pas. Les dettes s'accumulaient et un jour, nous avons dû faire face à l'inévitable, la saisie de notre maison. Ce lieu, qui avait été le théâtre de tant de souvenirs heureux, nous échappait. Nous avons été contraints de quitter Saint-Benoît-des-Ondes pour emménager dans un modeste appartement HLM à Cancale, au 26 rue des Œillets. Ce fut un moment de grande tristesse pour nous tous. Malgré tout, ce nouvel environnement, bien que modeste, représentait une chance de repartir à zéro. C'est dans ce HLM que j'ai fait la promesse silencieuse de ne jamais renoncer. À travers le vélo, à travers l'amour de ma famille, je puisais la force de continuer.
de résister à tout ce qui se mettait en travers de notre chemin. Ce moment fut crucial pour la suite de mon histoire. Chapitre 3. Le tourbillon des années noires. L'arrivée à Cancale, après la saisie de notre maison à Saint-Benoît-des-Ondes, fut un véritable choc. Nous nous retrouvions dans un modeste appartement HLM au 26 rue des Œillets, loin de ce cocon familial que nous avions dû quitter. Ce déménagement était une nouvelle étape dans notre descente aux enfers. Papa, déjà très affaibli par sa maladie et l'accident, ne s'en remit jamais vraiment. Déraciné de son environnement familier, il s'enfonçait encore davantage dans la dépression et l'alcool. Ses crises d'épilepsie devenaient de plus en plus violentes et fréquentes, et sa dépendance à l'alcool ne faisait qu'aggraver son état. L'homme fier et droit que j'avais admiré n'était plus qu'une ombre, errant dans l'appartement, perdu dans ses pensées et dans sa tristesse. Pendant ce temps, maman continuait de se battre. Elle accumulait les heures de ménage pour subvenir à nos besoins, ne reculant devant aucune tâche, même la plus ingrate. Elle réussit également à décrocher un remplacement de quelques mois au foyer logement de Cancale, une petite bouffée d'air frais dans notre quotidien si sombre. C'était une opportunité précieuse, mais le fardeau restait lourd à porter. L'effondrement de papa. Les journées passaient dans une routine de souffrance. Papa passait de plus en plus de temps affalé dans son fauteuil, une bouteille à la main. Je l'observais en silence, partagé entre la colère de voir cet homme sombrer et la pitié face à sa détresse. Il y avait des disputes, des cris, et chaque soir, je priais pour que cela s'arrête, pour que notre famille retrouve un semblant de paix. Puis un jour, l'inévitable se produisit. C'était un après-midi ordinaire. Papa, déjà bien éméché, décida de sortir faire des courses. Il franchit le seuil de l'appartement avec son cabas rouge et noir, un sac qu'il utilisait souvent. Nous l'attendions, mais il ne revint jamais ce jour-là de la façon que nous espérions. Mon oncle Louis, pompier volontaire, nous retrouva pour nous annoncer l'impensable. Papa avait chuté dans les escaliers de l'immeuble et s'était gravement blessé à la tête. Transporté d'urgence à l'hôpital de Saint-Malo, puis transféré au CHU de Rennes par hélicoptère, papa luttait pour sa vie. Le diagnostic fut terrible. Traumatisme crânien avec hématome, et son pronostic vital était engagé. Les heures qui suivirent furent remplies d'angoisse, de prières silencieuses et de peur. La famille entière était suspendue à l'espoir d'un miracle. Après une opération longue et difficile, papa sortit du coma. Mais il n'était plus le même. Il était paralysé d'un côté, incapable de marcher, de parler ou d'accomplir les gestes simples de la vie quotidienne. Sa rééducation fut un calvaire, une épreuve aussi bien pour lui que pour nous. Chaque petit progrès était accueilli avec joie, mais chaque rechute nous plongeait à nouveau dans le découragement. De retour à la maison, papa ne touchait plus à l'alcool. Les médecins le lui avaient formellement interdit à cause des traitements qu'il suivait. Durant cette période, il tenta de se reconstruire et de s'adapter à cette nouvelle réalité, malgré les souffrances physiques et mentales qui le rongeaient. Le combat de maman et la force de la famille. Maman, comme toujours, restait notre pilier. Elle trouvait la force d'être présente pour papa à chaque étape de sa rééducation, tout en continuant de travailler pour nous faire vivre. Malgré les souffrances, elle ne montrait jamais de signe d'abandon. Elle puisait dans son amour pour nous une énergie inépuisable, refusant de céder à la fatigue ou au désespoir. Petit à petit, papa se remit à vivre. Ce n'était pas la vie qu'il avait connue, mais il acceptait avec une certaine dignité. Il apprit à vivre avec les séquelles de son accident, à reconstruire ce qui pouvait l'être et à se contenter des petites victoires du quotidien. La perte de Marguerite.
En mai 1987, un nouveau coup dur frappa notre famille. Ma grand-mère Marguerite, la mère de papa, nous quitta après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer. Cette perte fut particulièrement difficile pour papa, qui avait toujours trouvé du réconfort auprès d'elle. Sa disparition laissa un vide immense dans nos vies, emportant avec elle les derniers souvenirs heureux de notre famille. Cette période fut l'une des plus sombres de ma jeunesse. Nous avions perdu notre maison, notre stabilité, et maintenant, nous perdions des membres de notre famille. Mais malgré tout, nous étions toujours debout, soudés par cette force qui venait de l'amour et du soutien que nous nous portions les uns aux autres. L'espoir malgré tout. Malgré les années noires, je gardais au fond de moi une lueur d'espoir. Maman était toujours là, infatigable et aimante. Sébastien et moi étions unis, et même papa, avec ses douleurs et ses limitations, faisait tout son possible pour rester avec nous. Cette période m'a appris à puiser dans l'adversité une force insoupçonnée. J'ai compris que, même dans les pires moments, il y a toujours une raison de se battre, un motif d'espoir. Ainsi se terminait cette phase cruelle de mon enfance, mais avec une leçon de résilience qui allait m'accompagner tout au long de ma vie. Nous avions traversé des tempêtes terribles, mais nous étions encore là, ensemble, prêts à affronter les prochains défis. Chapitre 4. Entre ombre et lumière. Après de longues semaines éprouvantes à l'hôpital de Pontchaillou, papa fut enfin autorisé à rentrer à la maison. Mais le chemin de la guérison ne faisait que commencer, tant les séquelles de son accident étaient lourdes et invalidantes. Tout était à reconstruire, patiemment, obstinément. Réapprendre les gestes les plus simples du quotidien, ceux que nous tenons pour acquis sans même y penser. Se lever, s'habiller, marcher, manger. Autant de défis herculéens pour cet homme diminué qui devait réapprivoiser son propre corps. Heureusement, papa pouvait compter sur le soutien indéfectible de toute une équipe médicale dévouée, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins. Tous œuvraient de concert pour l'aider à progresser, à repousser chaque jour un peu plus loin ses limites. C'était un travail de longue haleine, exigeant et parfois décourageant. Il y avait des hauts et des bas, des moments de triomphe où chaque progrès était célébré comme une victoire, et des périodes de doute où la frustration prenait le dessus, menaçant de tout balayer sur son passage. Mais papa s'accrochait, porté par son amour pour nous et cette volonté farouche de s'en sortir. Même dans les instants les plus sombres, même quand la douleur et la fatigue semblaient insurmontables, il trouvait en lui la force de continuer, de se battre envers et contre tout. Et nous étions là, à chaque pas, pour l'épauler et l'encourager. Maman, bien sûr, qui veillait sur lui avec une dévotion sans faille, anticipant ses besoins, le réconfortant dans les moments de détresse, mais aussi Sébastien et moi, désireux de lui prouver notre amour et notre admiration. Nous formions une équipe soudée, unie, face à l'adversité. Et peu à peu, au fil des semaines, des progrès se firent sentir. Chaque petit pas en avant était une immense victoire. Un pas de plus vers une vie normale, loin de l'ombre menaçante de la maladie. Papa retrouvait son sourire, cet éclat malicieux au fond des yeux qui m'avait tant manqué. Il s'intéressait à nouveau au monde qui l'entourait, à nos passions et nos rêves d'enfant. Lentement mais sûrement, il redevenait lui-même, ce père aimant et attentionné qui avait toujours été notre pilier. Pour moi, voir papa se reconstruire ainsi était une leçon de courage et de résilience. Chaque jour, il me prouvait que rien n'était impossible tant qu'on avait la foi et la détermination nécessaires. Et cela me confortait dans ma propre quête, celle qui occupait toutes mes pensées en dehors de la maison.
car malgré le tumulte de notre vie familiale, je n'avais pas renoncé à ma passion pour le vélo. Bien au contraire, elle était devenue mon échappatoire, mon exutoire pour évacuer le stress et les tensions du quotidien. Dès que je le pouvais, je filais retrouver mes amis du club, enfourcher mon fidèle destrier et m'élancer sur les routes de la région. Mon vélo, ce gitane bleu offert par mon parrain, était bien plus qu'un simple objet. C'était un compagnon, un confident, celui qui me permettait de m'évader loin des soucis et de me sentir vivant, intensément vivant. Quand je pédalais, j'avais l'impression que plus rien d'autre ne comptait, que j'étais maître de mon destin. Et puis, il y avait mon entraîneur, celui que je considérais comme un second père. Patient et bienveillant, il savait trouver les mots justes pour me motiver, me pousser à donner le meilleur de moi-même. Avec lui, j'avais l'impression que tout était possible, que les rêves les plus fous étaient à portée de main. Mes amis du club, eux aussi, étaient un soutien indéfectible. Unis par notre amour du vélo, nous formions une bande soudée, prête à tout pour s'entraider et se dépasser. Ensemble, nous nous lancions des défis, nous repoussions nos limites, portés par cette énergie grisante que seule la passion peut générer. Le vélo était mon refuge, mon havre de paix dans la tempête. Quand je rentrais à la maison, après des heures intenses sur les routes, j'avais le sentiment d'être plus fort, plus apte à affronter les aléas de l'existence, et je mettais toute mon énergie à soutenir mes proches, à leur transmettre cet élan vital qui m'animait. Ainsi, malgré les difficultés, nous avancions main dans la main, portés par l'espoir d'un avenir meilleur. Papa progressait chaque jour, retrouvant ses capacités et son autonomie. Il avait cessé de boire, conscient que l'alcool ne ferait que saper ses efforts et compromettre sa guérison. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous prenions à rêver, à imaginer une vie différente, libérée du poids de la maladie et des souffrances. Nous faisions des projets, échafaudant des plans pour l'avenir, portés par cette conviction que le pire était derrière nous. Mais c'était sans compter les caprices du destin, ces épreuves qui surgissent lorsqu'on les attend le moins, balayant tout sur leur passage. Car si papa allait mieux, si nous avions retrouvé un fragile équilibre, ce répit ne fut que de courte durée. Bientôt, de nouveaux nuages allaient s'amonceler à l'horizon, menaçant de réduire à néant tous nos efforts. Des défis inédits, des souffrances indicibles qui mettraient notre famille à rude épreuve, ébranlant les fondements mêmes de notre amour. Mais pour l'heure, insouciants, nous profitions de cette accalmie, savourant chaque instant de bonheur comme s'il était le dernier. Nous puisions dans ces moments de grâce la force de continuer, de croire en des lendemains meilleurs. Et moi, le cœur gonflé d'espoir, je m'accrochais à mes rêves, à cette conviction intime que l'amour et la résilience pouvaient venir à bout de tout. Fort de cette foi inébranlable, j'étais prêt à affronter les tempêtes à venir, à me battre de toutes mes forces pour préserver cette flamme si précieuse qui nous animait. Ainsi s'achevait ce 4e chapitre de mon existence, entre ombre et lumière, doute et espoir mêlés. Une période charnière où se jouait l'avenir de notre famille, où chacun de nous puisait en lui des ressources insoupçonnées pour avancer coûte que coûte. Le chemin serait long, semé d'embûches et de défis. Mais nous étions ensemble, unis par cet amour inconditionnel qui nous portait et nous donnait des ailes. Et c'est fort de cette certitude que nous nous apprêtions à écrire la suite de notre histoire, bien décidés à faire front commun face à l'adversité. Chapitre 5. Entre espoir et désillusion. Mon vélo,
un gitane bleu offert par mon parrain Jean, avait été mon fidèle compagnon pendant des années. Il m'avait permis de découvrir les routes de Cancale, de m'évader des soucis du quotidien et d'explorer mes premières victoires en cyclisme. Cependant, avec le temps, j'avais grandi et ce vélo n'était plus à ma taille. Il était devenu trop petit pour mes ambitions et pour les kilomètres que je parcourais chaque semaine. Mes parents, conscients de l'importance que le vélo avait pris dans ma vie, décidèrent de m'offrir un nouveau vélo. Je me souviens encore du jour où nous sommes allés chez Le Goalec à Saint-Malo. Ce magasin spécialisé en cyclisme était un paradis pour un passionné comme moi. Chaque vélo exposé brillait sous les lumières, prêt à prendre la route. Mes yeux s'étaient immédiatement posés sur un modèle particulièrement élégant, à la fois léger et robuste. Mes parents, malgré les difficultés financières, avaient pris la décision de me l'offrir. Ce nouveau vélo représentait bien plus qu'un simple objet. C'était une promesse de nouveaux défis et d'exploration. Pendant ce temps, la vie familiale continuait à évoluer. Maman, après avoir travaillé de longues années en tant que femme de ménage, avait enfin obtenu un poste définitif comme agent au foyer logement de Cancale. Cette stabilité professionnelle était un soulagement pour elle, une reconnaissance pour tout le travail et les sacrifices qu'elle avait consentis pour notre famille. Cela nous donnait à tous un peu d'air après des années de lutte. Mon père, lui, traversait une période de rémission. Après son accident, il avait suivi une rééducation intensive et semblait sur la voie de la guérison. Il avait arrêté de boire, se contentant de boissons sans alcool, et se battait chaque jour pour retrouver une vie normale. Son sourire revenait peu à peu, et nous pouvions à nouveau rêver d'un avenir plus serein. Mais comme je l'ai appris au fil des années, les périodes de calme sont souvent suivies de tempêtes. Un jour, lors d'une consultation médicale de routine, papa demanda au docteur s'il pouvait s'autoriser une coupe de champagne pour célébrer ma première victoire en compétition. Ce qui aurait pu rester une simple plaisanterie prit une tournure dramatique. Le médecin, sans comprendre l'importance de cette question, lui donna son aval. À partir de ce moment, quelque chose changea. Papa, qui s'était tenu éloigné de l'alcool pendant un temps, recommença à boire, d'abord occasionnellement. Il commençait par un verre pour célébrer mes succès en vélo, puis progressivement, la fréquence augmenta. Ce petit écart autorisé par le médecin devint le point de départ d'une rechute. Rapidement, l'alcool fit son retour dans notre maison, avec toutes les conséquences que nous avions déjà connues. Maman, épuisée, assistait impuissante à cette nouvelle descente aux enfers. Elle avait fait tant de sacrifices pour maintenir papa sur le droit chemin, et voir tout cela s'effondrer à nouveau était déchirant. Quant à moi, je me sentais tiraillé entre mes rêves de cyclisme et le poids des problèmes familiaux. Chaque victoire en course semblait paradoxalement nourrir la spirale de l'alcool, et cela me plongeait dans un profond sentiment de culpabilité. Mon nouveau vélo, celui que j'avais tant espéré, devint mon seul refuge. Dès que je le pouvais, j'enfourchais ma monture pour m'échapper sur les routes de la région. Le vent sur mon visage, la sensation de liberté, c'était ce qui me permettait de continuer à avancer, malgré les tempêtes qui grondaient à la maison. Ainsi, ce chapitre de ma vie oscilla entre des moments d'espoir et des désillusions cruelles. Chaque progression en compétition cycliste était une petite victoire, mais elle était toujours accompagnée d'une ombre, celle de l'alcool, qui revenait peu à peu dans notre quotidien. Cependant, je n'étais pas prêt à abandonner. Le vélo m'avait appris la persévérance et je savais que malgré tout, je devais continuer à me battre, aussi bien pour moi que pour ma famille.
Chapitre 6. L'année de sport-études. Cette année-là, en septembre, j'intégrai l'école de Bresset en sport-études cyclisme. Ce fut une étape marquante, une aventure à la fois excitante et exigeante qui forgea mon caractère et enrichit mon expérience, tant sur le plan sportif que scolaire. Dès le départ, je me lance dans cette nouvelle vie avec détermination. L'idée de combiner ma passion pour le cyclisme avec mes études m'offre une perspective unique et motivante. Ce cadre structuré m'aida à progresser non seulement en sport, mais aussi sur le plan scolaire. Mes notes, qui avaient connu des hauts et des bas, commencèrent à remonter. Je me sentais à ma place, porté par un environnement qui valorisait à la fois l'effort physique et intellectuel. Je partageais cette aventure avec mon camarade Jérôme, un compagnon de chambre et de route. Ensemble, nous restâmes la semaine en pension, ce qui nous permet de nous concentrer pleinement sur nos entraînements et nos cours. Ces moments partagés, entre compétition et camaraderie, restèrent gravés dans ma mémoire. Nous étions une équipe, solidaire face aux défis et fiers de nos petites victoires. Cependant, malgré cette belle expérience, la vie en pension se révèle difficile pour moi. Rester loin de chez moi, de ma famille et de mon cocon familial s'avéra être un défi que je ne parvins pas à surmonter. Après une année riche en apprentissage, tant personnel que sportif, je prends la décision de revenir à Cancale. Ce choix, bien que difficile, me semble être le plus juste à ce moment-là. De retour à Cancale, j'intégrai le collège Saint-Joseph. Ce retour à une vie plus proche de mes repères m'apportait une certaine sérénité. Bien que je laissais derrière moi l'intensité et les opportunités uniques de Bresset, je savais que cette expérience avait été une étape clé dans mon parcours. Elle m'avait appris la discipline, l'importance de se dépasser et la richesse des amitiés tissées dans l'effort commun. Cette année de sport-études fut un chapitre court, mais déterminant. Une parenthèse qui, malgré ses difficultés, contribue à façonner l'homme que je suis devenu. Chapitre 7. La spirale infernale. À la fin de l'année scolaire à Bresset, je fis mon retour à Cancale, intégrant le collège Saint-Joseph, après de longues discussions avec mes parents. L'école René Cassin m'avait renvoyé, mais Saint-Joseph m'accepta sous condition. Je devais garder un comportement irréprochable et conserver les résultats satisfaisants que j'avais obtenus à Bresset. Au début, tout se passait bien. Ma rentrée s'était déroulée sans incident, et j'étais motivé à prouver à mes parents et à moi-même que je pouvais réussir. Le premier trimestre fut calme, mais très vite, je commençais à m'ennuyer. Je n'étais plus en osmose comme à Bresset, où le cadre sportif et les études m'avaient stimulé. À Saint-Joseph, le rythme me semblait trop lent, les cours trop fades, et ma motivation s'érodait jour après jour. Mes notes chutèrent rapidement, et mon comportement rebelle refit surface. La situation à la maison n'arrangeait rien. Mon père, de plus en plus pris par l'alcool, avait sombré à nouveau dans ses vieux démons, et notre foyer était devenu un enfer. Maman continuait de travailler dur pour maintenir un semblant de normalité, mais je voyais à quel point tout cela la fatiguait. Sa douleur et son épuisement transparaissaient dans chaque mot, chaque geste. Mon cœur se serrait en voyant l'impact que l'alcoolisme de mon père avait sur elle. Mais à ce moment-là, je ne savais pas comment l'aider. Le troisième trimestre s'annonçait tout aussi difficile. Mon comportement dégénérait rapidement. Je répondais au professeur, je faisais l'idiot en classe, et j'avais perdu tout intérêt pour l'école. Ce fut un retour aux vieilles habitudes, une rébellion contre tout ce qui représentait l'autorité. Philippe, mon ami de toujours, avait rejoint un mouvement de grève
au collège René Cassin, une école publique où les élèves avaient plus de liberté pour manifester. Philippe et d'autres amis venaient chaque jour devant le portail de Saint-Joseph, me criant de venir les rejoindre. Un jour, je cédais à la tentation. Alors que mes camarades m'encourageaient à passer de l'autre côté du portail, je décidai de franchir le pas. Avec un sentiment de défi, je grimpais par-dessus le portail, prêt à rejoindre la grève. Nadège, une camarade de classe, me suivit dans cette révolte. Mais avant que je puisse franchir complètement la barrière, le directeur surgit et tentait de m'arrêter. Dans un moment de rage incontrôlée, je levai la main sur lui et lui assénai une gifle monumentale. Ce geste insensé, fruit de la colère que je portais en moi depuis longtemps, scellait mon sort. Je fus exclu de Saint-Joseph sur le champ. Maman fut convoquée et je vis dans ses yeux une détresse profonde. Elle était dévastée, ne comprenant pas pourquoi j'avais brisé la promesse de me tenir à carreau. Pourtant, malgré sa déception, elle ne m'abandonna pas. Avec une force incroyable, elle chercha une solution pour que je puisse finir l'année scolaire. C'est ainsi que je me retrouvais en pré-apprentissage à Saint-Malo, au centre de formation de Paramé, intégrant une section de découverte de la vente. Là-bas, je fus affecté à un stage chez Monsieur Bricolage. Mais mon comportement, qui s'était déjà détérioré, ne fit qu'empirer. Mon passage à Choisy fut bref, et je me rebellais contre tout le monde, particulièrement contre l'autorité. Un jour, je me souviens être arrivé au travail avec mon pull jaune marqué « Monsieur Bricolage ». Le responsable m'avait demandé de mettre des sacs de terreau en rayon, ce que je fis sans problème. C'est alors qu'une caissière, que je sentais ne pas m'apprécier, vint me demander de vider sa petite poubelle de caisse. Agacé par son attitude, je lui répondis que j'étais occupé à mettre les sacs en rayon. Mais elle insistait, me provoquant de manière délibérée. À contre-cœur, je finis par vider sa poubelle. Cependant, de retour à la caisse, elle me lança une phrase qui fit éclater toute la rage accumulée en moi. « Espèce de bon à rien ». Ces mots résonnèrent comme une gifle, éveillant en moi des blessures profondes. Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, je lui jetai la poubelle au visage. Ce geste de colère me coûta mon travail et, une fois de plus, mon avenir scolaire. J'étais renvoyé de Choisy et l'année scolaire s'achevait dans un chaos total. C'est aussi cette année-là qu'un autre événement marqua ma vie. Un soir, après une dispute particulièrement violente entre mes parents, je sentais que je ne pouvais plus supporter cette situation. Alors, j'ai pris mon vélo et quitté la maison, bien décidé à fuir cet environnement insupportable. Il était environ 21 heures et je roulais dans la nuit noire, sans lumière, en direction de Saint-Malo, espérant trouver refuge chez ma marraine. Je pédalais à toute vitesse, les larmes coulant sur mon visage. Je voulais fuir, échapper à cette vie de disputes, de cris et de souffrances. Mais à quelques kilomètres de là, les phares de la voiture de ma mère apparurent derrière moi. Elle avait remarqué ma disparition et s'était lancée à ma poursuite. Lorsqu'elle me retrouva, elle me fit monter dans la voiture, me serrant contre elle comme si elle avait peur de me perdre à jamais. Ce soir-là, pour la première fois, je me confiais à elle. Je lui déversais toute ma douleur, toute ma colère, tout ce que je portais en moi depuis si longtemps. Elle m'écouta avec une infinie patience, et dans ses yeux, je vis toute l'ampleur de son amour inconditionnel. Bien sûr, rien ne changea du jour au lendemain. La situation à la maison était toujours aussi difficile, et mon avenir restait incertain. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé en moi. J'avais ouvert mon cœur et ma mère avait compris la profondeur de ma souffrance.
Ce fut un tournant, une prise de conscience que je n'étais pas seul dans ce combat. Grâce à elle, je pouvais intégrer un nouveau centre de formation, le lycée maritime, en septembre 1992, me donnant une dernière chance de repartir sur de nouvelles bases. Les défis à venir étaient nombreux, mais pour la première fois, je sentais que je pouvais les affronter avec une détermination renouvelée. Ainsi s'achevait ce chapitre de ma vie, entre rébellion et rédemption. Une période où j'avais touché le fond, mais où j'avais aussi commencé à comprendre que je détenais les clés de mon propre destin. Avec le soutien de ma mère, je m'engageais sur un chemin de reconstruction, bien décidé à ne plus laisser la colère et la souffrance définir ma vie. Chapitre 8. Au cœur de la tourmente. L'été 1992 fut une période sombre, marquée par des moments de violence et de peur, alors que la situation avec mon père continuait de se détériorer. Malgré les efforts de ma mère pour maintenir un semblant de normalité, l'alcool avait fait de mon père un homme que je ne reconnaissais plus. Chaque jour, la tension dans notre foyer ne faisait qu'augmenter, et la violence verbale et physique était devenue monnaie courante. Un après-midi, en rentrant à la maison, je trouvais mon père, une fois de plus, complètement ivre dans le salon. Ma mère était encore au travail, et une simple remarque de ma part déclencha une dispute virulente. Mais cette fois, au lieu de garder le silence, je lui répondis avec toute la colère accumulée au fil des années. Mon père, fou de rage, se précipita vers la cuisine et attrapa un grand couteau de boucher. En un instant, la situation dégénéra complètement. Terrifié, je courus à travers l'appartement, essayant de fuir cette scène de cauchemar. Par chance, je réussis à me réfugier dans ma chambre, sautant par-dessus mon lit pour mettre une barrière entre lui et moi. Mon père, dans un état incontrôlable, rôdait devant la porte de ma chambre, le souffle court, tenant le couteau à la main. Profitant d'un moment de confusion de sa part, je réussis à sortir de ma chambre, traverser le couloir en une fraction de seconde et m'échapper de l'appartement. Une fois dehors, je courus sans m'arrêter, comme pour fuir cette réalité devenue insupportable. Quelques jours plus tard, une nouvelle dispute éclata, et cette fois, dans un accès de colère, je lui lançai un lourd cendrier en verre. Le voir s'effondrer, le front ensanglanté, me laissa avec un mélange de satisfaction malsaine et de honte. C'était comme si des années de frustration avaient explosé en un seul instant. En août, lors de la grande nocturne cycliste de Cancale, je participais avec mon club de vélo. J'avais travaillé dur pour cet événement et espérais que mon père viendrait me voir. Mais une fois de plus, il avait préféré s'absenter, noyant sa déception et sa colère dans l'alcool. Après la course, alors que je rejoignais ma mère et mon frère Sébastien, je compris rapidement que quelque chose n'allait pas. En rentrant à la maison, nous découvrîmes mon père, étendu au sol, le visage et les bras tailladés à cause d'une maladresse due à l'alcool. Il avait tenté de se raser dans cet état, s'entraînant des coupures profondes au visage et au cou. Cette scène glaçante me remplissait de colère et de tristesse. Ce n'était pas une tentative de suicide, mais une autre conséquence de sa dépendance, une illustration dramatique de l'enfer dans lequel il nous plongeait. Quelques jours plus tard, ma mère rentra un après-midi de son travail et trouva mon père à nouveau complètement ivre. Une dispute éclata une fois de plus. Cette fois, ma mère prit une décision radicale. Elle fit immédiatement ses valises et nous dit que nous partions. Mon père tenta de l'empêcher de quitter la maison, mais maman eut le courage de le repousser et partit avec nous chez ma grand-mère Suzanne à Château-Malo. Ce départ fut un soulagement pour nous tous. Nous laissions derrière nous un environnement toxique, espérant enfin trouver un peu de paix. Ce fut un tournant décisif dans nos vies.
marquant la fin de cette période de violence et de peur qui avait trop longtemps duré. En septembre 1992, je faisais ma rentrée au lycée maritime de Saint-Malo. Cette école représentait pour moi une nouvelle chance, une opportunité de me reconstruire après toutes ces années de chaos. Entouré d'autres jeunes ayant aussi vécu des parcours difficiles, je découvrais un environnement rigoureux mais bienveillant, où je me sentais pour la première fois à ma place. Bien sûr, il me restait encore beaucoup de choses à affronter, et la colère qui brûlait en moi n'allait pas disparaître du jour au lendemain. Mais avec le soutien de ma mère, de mon frère, et malgré les propres démons de mon père, je sentais que j'avais enfin la possibilité de tourner la page. Ainsi s'achevait ce 8e chapitre de mon existence, marqué par la douleur, mais aussi par la résilience. Le départ de notre appartement de Cancale marquait la fin d'une époque et l'entrée au lycée maritime symbolisait un nouveau départ, porteur d'espoir et de promesses. De chapitre 9, l'échappée nocturne. En 1992, notre famille avait pris un tournant décisif. À la fin de cette année, nous avions quitté Cancale pour nous installer chez ma grand-mère Suzanne, dans un HLM à Château-Malo. Ma mère avait pris cette décision courageuse après des années de tensions et de conflits dans notre foyer. Cet appartement modeste était devenu un refuge, un lieu où nous pouvions enfin respirer et tenter de nous reconstruire. À cette époque, je venais de commencer mes études au lycée maritime. Cette opportunité, qui aurait pu me convenir, s'avérait rapidement incompatible avec mon caractère rebelle et mon comportement difficile. Mon incapacité à respecter la discipline stricte du lycée me valut de nombreux avertissements. Et au bout d'1 an seulement, je quittais l'établissement. Ce départ prématuré fut une désillusion pour ma mère, qui espérait que cette formation me donnerait une direction. Pour moi, c'était une porte qui se fermait, renforçant mon sentiment de perdition. Malgré cela, je ne restais pas inactif. Après avoir quitté le lycée, je trouvai un emploi comme marin sous une promesse d'embarquement. Cette expérience fut pour moi une manière de rester connecté à la mer, un univers qui, malgré ses exigences, avait toujours exercé une certaine fascination. Ce travail me donnait un objectif, même si je savais au fond de moi que cette voie ne suffirait pas à combler mes aspirations profondes. Pendant ce temps, mon père continuait de sombrer dans l'alcoolisme. Notre départ de Cancale l'avait profondément affecté, et il n'avait ni la force ni la volonté de se relever. Sa descente fut encore accélérée par un drame familial, la mort de son frère Louis, en septembre 1993. Louis a toujours été une figure bienveillante dans ma vie. Son écoute et sa gentillesse faisaient de lui un repère dans un monde où tout semblait s'effondrer. Sa disparition fut un choc pour nous tous, mais surtout pour mon père, qui s'enfonça encore davantage dans le désespoir. C'est également en 1993 que ma mère a fait la rencontre de Jean-Paul. Pour elle, cette relation représentait une lueur d'espoir, un moyen de reconstruire une vie stable pour elle et pour nous. Mais pour moi, ce fut une épreuve. Malgré tout ce que mon père avait pu faire, je n'étais pas prêt à voir un autre homme entrer dans notre vie. J'y voyais une forme de trahison, même si je savais au fond de moi que ma mère méritait ce soutien. Quelques mois plus tard, nous emménagions dans la maison de Jean-Paul. Ce nouveau cadre familial apportait une certaine stabilité à ma mère et à mon frère. Mais pour moi, l'adaptation fut difficile. Je luttais contre l'idée d'un nouveau départ et m'accrochais à un passé révolu. Mon refus de m'ouvrir à cette nouvelle dynamique familiale créa une distance entre nous. Avec le temps et beaucoup de recul, j'ai compris que Jean-Paul ne cherchait pas à remplacer mon père. Il voulait simplement offrir un environnement stable
et sécurisant à une famille brisée. À l'époque, je ne pouvais pas percevoir son rôle autrement qu'une intrusion. Mais en grandissant, j'ai reconnu sa patience et sa bienveillance. Les années 1992 et 1993 ont été marquées par des pertes, des ruptures et des renaissances. Ces épreuves, bien que douloureuses, posèrent les bases de notre reconstruction. Pour moi, elles furent une initiation à la résilience, m'apprenant que, même dans les moments les plus sombres, un avenir plus lumineux reste possible.